Il fut une époque où la langue des signes a bénéficié d'une reconnaissance sans précédent. On appelle cette période l'âge d'or. Jusque-là, la société a considéré les sourds comme intellectuellement inférieurs et inéducables. Mais durant cet âge d'or, ils vont connaître une ascension fulgurante. Éduqués en langue des signes, ils vont prendre à leur tour en charge l'enseignement des jeunes sourds et occuper des positions sociales inédites. Cette période, je vais vous la raconter. Et pour ce faire, je vais commencer en 1789. Je n'ai pas choisi cette date par hasard. Bien sûr, c'est celle de la Révolution française. À ce moment-là, le peuple se soulève contre la monarchie et exige davantage de liberté. Ses idées se propagent. C'est la naissance de la démocratie. Cette même année, l'abbé de l'Épée meurt. C'est un personnage illustre dans l'histoire des sourds. Et si cet âge d'or a pu éclore, c'est grâce à lui. Je suis Yann Quentin, chercheur en histoire, et j'ai obtenu mon doctorat récemment. La période de l'âge d'or a été baptisée de la sorte en 1970, au moment du réveil sourd. Car à ce moment-là, les sourds commencent à chercher des traces de leur passé et ils découvrent que pendant cette période, il y a eu des lettrés sourds. Ils sont tellement étonnés, c'est du jamais vu pour eux, qu'ils la baptisent l'âge d'or, tant elle leur paraît importante. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que oui, il y a eu des lettrés sourds, qui revendiquaient l'égalité avec le reste de la société. Ils étaient déclassés et voulaient avoir les mêmes droits dans tous les domaines, y compris celui de l'éducation. Et pour eux, c'est une éducation en langue des signes qui va leur permettre d'obtenir cette égalité. Avant l'abbé de l'Épée, la majorité des sourds vivaient isolés. Bien sûr, les familles riches pouvaient s'offrir les services d'un précepteur pour leurs enfants sourds. Leur but était de leur enseigner la parole, mais dans les autres familles, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. L'innovation proposée par l'abbé de l'Épée a été de regrouper les sourds dans une école, gratuite de surcroît. Sa méthode pour enseigner le français associait à la langue des signes naturelle de ses jeunes élèves des signes de son invention pour rendre compte de la structure grammaticale du français. C'est ce qu'on a appelé les signes méthodiques. Sur le modèle de l'école de l'abbé de l'Épée, d'autres écoles se développent sur tout le territoire. Dans celle de Bordeaux, se trouve un jeune élève qui va connaître une brillante destinée. De qui s'agit-il? De Jean Massieu, une grande figure de l'âge d'or. Je suis Jean Massieu. J'adore les montres à gousset, je les collectionne. C'est d'ailleurs pour cela que mon signe est montre à gousset. Je suis né dans un petit village du sud-ouest de la France. J'ai 5 frères et sœurs. Nous sommes donc 6 et tous sourds. Quand j'étais petit, je voyais les enfants aller à l'école et j'étais jaloux. Moi aussi, je voulais apprendre à lire et à écrire. Mais il m'a fallu attendre l'âge de 13 ans pour entrer à l'institution des sourds de Bordeaux, qui était alors dirigée par l'abbé Sicard. Je crois que Sicard est fier de moi et de mon niveau de français, car à mes 18 ans, il m'emmène à Paris où se déroule un concours pour choisir le nouveau directeur de l'institution parisienne. Le public est impressionné par mes réponses, et c'est grâce à moi si l'abbé Sicard est choisi.
Il devient le nouveau directeur de l'Institution des sourds-muets de Paris. En 1791, je deviens répétiteur. Je suis le premier sourd de France à accéder officiellement à ce poste. Je seconde la classe d'un professeur entendant. Regardez, c'est moi sur ce tableau, face aux jeunes élèves sourds. Eh oui, c'est bien moi. À l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, Jean Massieu accueille un nouvel élève. Il a 12 ans et vient du petit village de Balme-les-Grottes dans la vallée du Rhône. C'est Laurent Clerc. Les deux hommes vont devenir les amis de toute une vie. Je suis Laurent Clerc. Cette cicatrice est la marque de l'accident qui m'a brûlé la joue et qui m'a également rendu sourd à l'âge d'1 an. D'où mon signe cicatrice. Quand j'arrive à l'Institution de Paris, tout est grandiose. Surtout pour un jeune provincial comme moi. Située sur la montagne Sainte-Geneviève, elle a ses propres jardins. Dans la cour s'élève un orme monumental. Nous devons nous mettre à 6, main par la main, pour en faire le tour. En apparence, j'ai changé les champs et ma grotte contre un monastère, mais j'ai gagné les signes. Je suis Florence Encrevé, historienne spécialiste des sourds et de la langue des signes. Au début du XIXe siècle, la société française connaît un début de changement. Parce que les dirigeants eux-mêmes ont changé. Ce n'est plus la même chose. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils commencent à réfléchir à l'évolution future de la société. Comment la faire progresser? Comment améliorer les conditions de vie? Ils sont eux-mêmes convaincus par une idéologie, l'idée de progrès. Jusqu'alors, l'être humain était soumis à la nature. Désormais, l'idée est de ne plus se laisser faire et de vaincre la nature. Les personnes qui croient en l'idée de progrès pensent que cette victoire sur la nature est inéluctable, que l'on pourra vivre plus longtemps, que la mortalité baissera, que tout s'améliorera forcément et que le progrès ne s'arrêtera jamais. En 1800, un médecin est nommé par le ministère pour travailler à l'Institution de Paris. Et ça, c'est nouveau. C'est le docteur Itard. Autre nouveauté, l'école est gérée par un conseil d'administration. Ces administrateurs sont surtout des nobles et plusieurs d'entre eux sont acquis à l'idée de progrès. Le docteur Itard veut nous faire entendre, nous les sourds. Il nous perce les tympans, il nous fracture le crâne, jusqu'à nous faire saigner. Pour lui, la surdité est une maladie qu'il convient d'éradiquer. Mais ces expériences ne donnent aucun résultat. Je ne puis me taire, elle me révolte. Et je lui réponds, la même logique veut que la pauvreté soit une maladie. En fait,
nous pourrions bien vivre sans les sons et sans moyens, si la société n'y voyait un déshonneur et une menace. L'abbé Sicard organise chaque mois des démonstrations publiques. Il veut prouver le bien fondé de la méthode de l'éducation en langue des signes. Dans le public se pressent aussi bien des ecclésiastiques, des scientifiques que la haute bourgeoisie. L'objectif est aussi de récolter des fonds, car l'institution est dans une situation financière délicate. Lors de ces démonstrations publiques, mon ami Laurent Clerc me rejoint. Les questions de l'assistance nous sont traduites en langue des signes. Nous y répondons par écrit sur un tableau pour montrer notre bonne acquisition du français. Qu'est-ce que l'intelligence ? C'est le pouvoir qu'a l'esprit de se déplacer le long de la ligne droite de la vérité, de distinguer le bien du mal, le nécessaire du superflu, de voir avec clarté et précision. Qu'est-ce que la reconnaissance ? C'est la mémoire du cœur. Cette année-là, Jean Massieu et Laurent Clerc font des démonstrations de la méthode de Paris à travers toute la France. Ils font également la tournée des institutions de Londres, ce qui contribue à la renommée de la méthode au-delà des frontières françaises. Lors d'une démonstration publique, Jean Massieu et moi ne savions pas qu'il y avait dans l'assistance un entendant américain venu se renseigner sur les méthodes d'enseignement pour les sourds. Il s'agit de Thomas Gallaudet. Il nous propose de partir avec lui pour fonder la première école pour sourds en Amérique. J'accepte la proposition, mais je quitte avec tristesse celui qui fut mon ami pendant plus de 20 ans. C'est ainsi que j'embarque sur le Mary Augusta en juin 1816. Un an plus tard, Thomas Gallaudet et Laurent Clerc fondent donc la première école américaine pour sourds à Hartford. Une quarantaine d'autres écoles verront le jour à travers tout le pays, dont l'une dans la ville de Washington. Elle deviendra l'université Gallaudet, seule et unique université pour sourds au monde. C'est alors qu'arrive à l'Institution de Paris un nouvel élève qui sera l'une des plus grandes figures de l'âge d'or. De qui s'agit-il ? Je suis Ferdinand Berthier. Je suis né en 1803 dans le village de Louhans, en Bourgogne. À l'âge de 8 ans, j'arrive à Paris. J'entre à l'Institution des sourds et j'ai l'immense chance de recevoir l'enseignement du meilleur professeur qui soit, Auguste Bébian. Il est entendant, mais il promeut la langue des signes et s'efforce de mettre les sourds en avant. Par la suite, j'aurai l'honneur d'être son biographe. Auguste Bébian est originaire de Guadeloupe. Il arrive à Paris et habite à l'Institution des sourds car il est le filleul de Sicard. Il grandit parmi les élèves et côtoie Jean Massieu et Laurent Clerc. Il devient un parfait locuteur de la langue des signes. Par la suite,
Bébian devient répétiteur. Pour lui, l'éducation par la parole n'est pas la bonne méthode et les signes méthodiques de l'abbé de l'Épée ne sont pas non plus adaptés. Il préconise de mettre tout ça de côté et d'enseigner aux sourds par l'intermédiaire de leur langue naturelle, la langue des signes. En 1819, Auguste Bébian devient directeur adjoint de l'école pour la grande joie des sourds. Malheureusement, son mandat est de courte durée. En effet, le conseil d'administration, plutôt favorable à l'oralisme et jugeant Auguste Bébian trop proche des sourds, guette le moindre faux pas de sa part et en 1821, il le renvoie. Il était pourtant l'un des rares entendants que nous pouvions appeler amis. Bébian parti, Sicard mort en 1822, l'Institut connaît des heures sombres. Ferdinand Berthier, alors âgé de 19 ans, assiste à cette dérive. Dans ce paquebot, 200 élèves, les uns signeurs, les autres oralistes, et un gros conflit entre les deux courants d'enseignement. Ce conflit perdure d'ailleurs aujourd'hui. Grâce à l'enseignement d'Auguste Bébian, je deviens le premier sourd à accéder au poste officiel de professeur en 1829. J'ai 26 ans. À l'Institution de Paris, la langue des signes poursuit son avancée, mais dans le même temps, l'oralisme progresse aussi. Par oralisme, on veut dire enseigner la parole aux enfants. La première personne à mettre en place un cours de parole, c'est le docteur Itard. Et ceci en 1828. Arrive un nouveau directeur, nommé par le conseil d'administration, c'est Désiré Ordinaire. Si le conseil d'administration le nomme, c'est parce que jusque-là, chaque professeur était libre d'enseigner à sa guise. Or, désormais, le conseil d'administration veut réformer les enseignements pour unifier les programmes. Cette réforme comporte plusieurs volets, dont un qui est l'enseignement de la parole. Les sourds engagent alors un combat. Ils exigent que l'éducation des élèves soit dispensée par des professeurs sourds et que prime la langue des signes. Or, ils ont été rétrogradés au rang de répétiteurs et ce sont des entendants signant à peine qui assurent les cours. C'est inacceptable pour eux. Ils se battront sans relâche. L'éducation à la parole se développe de plus en plus. Pour contrecarrer cela, je fais appel à l'élite sourde. Après concertation, nous créons le comité des sourds-muets de Paris. Ensemble, nous réfléchissons à un moyen de faire connaître plus largement la langue des signes. Et c'est alors que me vient l'idée d'organiser un banquet annuel. Pour établir la liste des invités entendants, je fais appel à mon ami Eugène de Monglave, journaliste républicain entendant. Il me fait profiter de ses nombreuses relations et me met en contact avec, entre autres, Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, mais aussi Ledru-Rollin. Le premier banquet a lieu au mois de novembre 1834. Choisir cette date n'est pas un hasard, c'est stratégique. Il s'agit de la date du 122e anniversaire de la naissance de l'abbé de l'Épée. Et si je décide de le mettre en avant, c'est pour que la société entendante se retrouve dans cette figure emblématique et adhère à nos idées. Ce premier banquet rassemble des écrivains, mais aussi des hommes politiques entendants. À cette occasion, ils vont côtoyer l'élite du monde sourd. Tout ce beau monde festoie. Et ce jour-là, Claudius Forestier, l'un des professeurs sourds de l'Institution de Paris, se lève et déclare
Frères, autrefois errants et perdus dans une population immense, on vous remarquait à peine. Maintenant, quel changement! Vous rencontrez parmi vos frères parlant des hommes qui s'empressent de vous offrir leur amitié, leur service. D'où vient un si grand changement? C'est que vous êtes devenus une nation. À Ferdinand Berthier, notre Napoléon. Merci. Ferdinand Berthier et l'élite sourde poursuivent leurs actions, tant et si bien qu'en 1836, c'est l'échec de la réforme oraliste. Les professeurs sourds qui avaient été congédiés sont réintégrés dans leurs fonctions, et au sein de l'institution, le directeur désiré ordinaire est finalement contraint de démissionner. Les sourds se battent sur tous les fronts. Ils revendiquent une véritable égalité sociale et civile dans tous les domaines, dans les hôpitaux, les tribunaux, les écoles. C'est ainsi qu'en 1846, nous obtenons enfin le droit de vote. Et en 1848, c'est la Nouvelle République. Une nouvelle constitution va devoir être rédigée par l'Assemblée des députés. Je me porte candidat à ces élections. Malheureusement, je ne suis pas élu. Mais pour la première fois dans l'histoire, 22 000 sourds ont pu voter. Le militantisme de Ferdinand Berthier lui vaut les honneurs de la société civile et Louis-Napoléon Bonaparte le fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est le premier sourd à recevoir une telle distinction. Durant de nombreuses années, ce sont des sourds qui dirigent les instituts pour sourds à travers toute la France, mais également à l'étranger. Les sourds n'ont pas cessé de lutter pour faire avancer la cause de la langue des signes, mais pendant ce temps, l'oralisme a pris une telle ampleur que la machine est devenue impossible à enrayer. En 1870, la France perd la guerre contre l'Allemagne. L'empereur Napoléon III est balayé et la France redevient une république. Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée. Les républicains au pouvoir en 1880 adhèrent tous à l'idée de progrès. De plus, ils veulent que sur le territoire, tous les Français parlent le français. Ça les conduit d'ailleurs à bannir les langues régionales et minoritaires. Ces deux éléments, en plus de plusieurs autres, conduisent finalement les républicains au pouvoir à considérer les conclusions du Congrès de Milan avec intérêt et à décider de les appliquer en France. Le 11 septembre 1880, le Congrès de Milan rassemble 255 participants, dont seulement 3 sourds. Et parmi ces derniers, Claudius Forestier, alors directeur de l'école des sourds de Lyon. À Milan, il n'y a pas d'interprète. Malgré cela, la conclusion des débats se comprend aisément. C'est sous les clameurs du public que le verdict tombe. Viva la parola! Le Congrès de Milan entérine la méthode oraliste et balaie la langue des signes. Mais ça couvait bien avant. La France se voulait scientifique et moderne. La science allait tout régler, tout soigner. On allait donc pouvoir réparer les sourds et les faire parler pour qu'ils s'intègrent à la société. Les mentalités allaient dans ce sens. Alors même si la langue des signes continuait son expansion par ailleurs, avancer qu'on était sourd parce que la nature nous avait fait comme ça n'était plus recevable pour la société. Que ce soit naturel n'était plus un argument.
La situation avait changé et tout allait empirer. Le congrès de Milan sonne le glas de l'enseignement en langue des signes qui avait pourtant fait ses preuves. Désormais, l'éducation oraliste occupe toute la place. En 1891, Claudius Forestier décède. L'enseignement en langue des signes dispensé par des professeurs sourds s'est terminé. Forestier en était le dernier représentant. Désormais, l'oralisme a la main mise sur l'éducation et la langue des signes tombe dans une longue nuit qui va durer presque 100 ans. Au bout des ténèbres, le réveil sourd. Mais c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois.